Et si forcer des pensées positives quand tout va mal, c'était pas seulement inefficace, mais en fait biologiquement dangereux? Ouais, c'est une déclaration qui bouscule pas mal de certitudes. Surtout à une époque où on nous dit tout le temps qu'il suffit de sourire pour que la vie soit belle, quoi. Exactement. Mais juste avant de démarrer cette exploration en profondeur, il faut faire une petite précision médicale. Ah oui, bien sûr, je t'en prie. Le contenu de cette session discute de santé et de biologie, mais c'est fourni à titre strictement éducatif. Ça ne remplace en aucun cas un avis, un diagnostic ou un traitement médical professionnel. C'est hyper important de le rappeler. Donc, le problème central de notre session, aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi notre propre cerveau résiste tellement à cette pensée positive forcée. C'est ça. Et la psychobiologie subcellulaire, elle offre une approche radicalement différente pour gérer nos pires angoisses. Et d'ici la fin de cette session, il sera enfin clair comment cesser de se battre contre ses propres émotions. On va voir comment les désamorcer à leur véritable racine. Je suis ravi d'être là pour en parler, parce que c'est d'un changement de paradigme complet. Moi aussi, je suis ravie. Alors voici la feuille de route pour quiconque nous écoute. D'abord, on va explorer l'illusion du cerveau unique et pourquoi la positivité échoue face à l'angoisse. Très bon point de départ. Ensuite, je montrerai les dangers cachés de ce qu'on appelle le contournement de traumatisme. Et enfin, on discutera de la véritable guérison qui s'avère être cellulaire. C'est un programme chargé. Le mythe du tout positif va en prendre un coup. À voir les choses autrement. Je suis prêt. Par où on commence? Ok, décortiquons tout cela. Pourquoi est-ce que le fait de masquer une douleur par des mots positifs échoue aussi systématiquement? Pour comprendre ça, il faut d'abord casser une idée reçue. L'idée qu'on aurait un seul cerveau unifié. Attends, on n'a pas qu'un seul cerveau? En fait, non. Le modèle montre qu'on a ce qu'on appelle des cerveaux trioniques, c'est-à-dire le mental, le cœur et le corps. D'accord, donc c'est comme avoir trois consciences différentes? Exactement. Et le truc, c'est que ces consciences sont indépendantes et ont leurs propres objectifs. C'est fou! Comme des colocataires qui ne parlent pas la même langue, quoi. C'est une super image. Le mental, c'est la logique, le langage. C'est de là que viennent les pensées positives. Mais le corps, lui, il utilise des sensations physiques. Et j'imagine que le corps a des priorités un peu plus primitives. Totalement. Sa seule priorité, c'est la survie. Rien d'autre. Ce qui m'amène à une analogie que j'ai adorée en préparant ça, c'est comme essayer d'éteindre un incendie en lui lisant un poème apaisant. Ah oui, l'incendie étant le mode survie du corps, c'est ça. Ouais, le feu s'en moque du poème. Il continue de brûler parce que les mots, ça n'a aucun pouvoir sur les flammes. Ce qui est fascinant ici, c'est que si le corps associe une situation présente à un traumatisme passé, il lance une alerte rouge. Et si le mental essaye de dire tout va bien, à ce moment-là, La pensée positive est carrément perçue comme une menace. Le corps se dit le capitaine du navire est aveugle au danger. waouh! Donc le corps sabote le mental pour prendre les commandes. Ça déclenche une anxiété énorme ou de la procrastination, juste pour assurer la survie. Donc on vient de voir que nos cerveaux parlent des langues différentes. Voyons maintenant ce qui se passe quand on force quand même le système. Et c'est là que ça se gâte. C'est d'ici que cela devient vraiment intéressant. Que se passe-t-il quand le corps décide de saboter cette manipulation mentale sur le long terme? On entre dans un phénomène clinique qu'on appelle le trauma bypass, ou le contournement de traumatisme. Le contournement, genre on met la poussière sur le tapis? C'est un peu ça. Forcer une pensée positive, ça crée une structure artificielle pour bloquer la sensation traumatique. Imagine un immense barrage en béton. D'accord, un barrage pour retenir l'eau de l'angoisse. Mais je me fais l'avocat du diable une seconde. Vas-y, je t'écoute. La société nous dit tout le temps de faire bonne figure. N'est-ce pas préférable de construire ce barrage plutôt que de s'effondrer au milieu du bureau? Cela soulève une question importante sur la fonctionnalité. À court terme, oui, ça donne l'illusion de marché. Mais à long terme? À long terme, c'est une stratégie hautement instable. Maintenir ce barrage demande une énergie nerveuse colossale. Et surtout, c'est une structure rigide, Et un barrage rigide sous pression, ça finit par faire des fissures. inévitablement. Et si cette structure artificielle cède, à cause d'un stress de trop, c'est la catastrophe. C'est-à-dire tous les traumatismes réprimés remontent à la surface? D'un seul coup, ouais. Le barrage explose et ça cause une détresse psychologique majeure. Un vrai tsunami émotionnel. Oh là là! Donc masquer la douleur, c'est vraiment construire une bombe à retardement en fait. Exactement. L'effondrement qu'on voulait éviter se produit avec une violence décuplée. Bon, alors comment désamorcer cela à la racine avant que ça n'explose? Il faut passer à une approche complètement différente. Alors qu'est-ce que tout cela signifie? Si on ne peut pas utiliser la pensée positive, quelle est la véritable alternative?
La réponse, elle est physique. Il faut comprendre que la vraie guérison n'est pas psychologique, elle est biologique. Biologique. Genre, le blocage émotionnel laisse une trace dans le corps? Ouais, c'est un dommage cellulaire réel. Par exemple, lors d'un choc, la cascade de stress vient endommager la couche d'histone autour de notre ADN. Attends, vraiment, au niveau de l'ADN, Hmm. c'est incroyable. C'est fou, hein? Ça bloque carrément l'expression de certains gènes. Donc ça déculpabilise totalement. C'est pas un manque de volonté, c'est une lésion microscopique. Exactement. Et pour réparer ça, parler à un miroir, ça ne sert à rien. Il faut utiliser des techniques somatiques. Comme le fameux tapotement en EFT, ce genre de choses. Ouais, le FT ou le Wholehearted Healing. En stimulant physiquement certains nerfs, on envoie un signal de sécurité aux cellules. Et ce signal physique vient réparer la couche d'histone. C'est ça. Et l'objectif final de cette réparation, c'est d'atteindre ce qu'on appelle l'état CPL. CPL, ça veut dire quoi? Calme, paix et légèreté. C'est le seul indicateur fiable que la biologie est réparée. Une sensation de neutralité profonde, en gros. Et si nous relions cela à une perspective plus large, c'est la clé de tout. Tant que cet état CPL n'est pas atteint face à une situation, un traumatisme passé est en train de se rejouer. Donc l'alarme sonne toujours. Mais une fois le traumatisme guéri, l'émotion limitante disparaît pour de bon. Définitivement, ouais. L'objectif n'est donc pas de s'auto-persuader, mais de guérir la cellule. Passons maintenant à l'application concrète. Oui, parce qu'il y a des choses à faire dès aujourd'hui. Justement, imaginons une situation de stress dans les prochaines 24 heures. C'est quoi le plan d'action? On a un plan très simple en 3 étapes, issu de la thérapie du cerveau trinique. La toute première chose, c'est d'arrêter de donner des ordres. Genre, finis les calme-toi tout de suite dans sa propre tête. Exactement. Cesser d'imposer des pensées positives face à une angoisse. On pose les armes mentales. On écoute la souffrance sans l'ignorer. Je vois que tu as peur, je te comprends. Et la troisième étape, du coup, c'est la négociation. C'est ça. Négocier la coopération. Au lieu d'essayer de tromper le corps, on lui demande de quoi il a besoin pour se sentir un tout petit peu plus en sécurité. Ça peut être prendre 3 respirations profondes ou juste poser une main sur son ventre, quoi. Exactement. Des choses simples, corporelles. Par contre, je vois un obstacle arriver très vite. Le mental risque de trouver ça complètement ridicule de se parler comme à un gamin, non? Ah bah c'est sûr, le mental va hurler à l'irrationnel. Mais la solution, c'est de reconnaître ce scepticisme. On lui dit qu'il a le droit de douter. Oui, on valide sa critique, mais on lui demande juste quelques minutes de patience pour laisser le corps s'exprimer. C'est brillant, ça fait baisser la pression interne tout de suite. Le système nerveux n'est plus en guerre contre lui-même. Super. Bon, on arrive à la fin de cette session, c'est le moment de récapituler. Je te laisse faire. Alors, on s'était demandé pourquoi la positivité forcée échouait. Eh bien, premièrement, nos consciences multiples parlent des langages différents. Le mental et le corps ne se comprennent pas. Deuxièmement, le camouflage émotionnel, le fameux trauma bypass, c'est une fondation super instable qui finit par exploser. Le barrage finit toujours par céder. Et troisièmement, le but ultime, c'est la réparation cellulaire par le corps pour retrouver un état de calme, paix et légèreté, le CPL. C'est un résumé parfait. Du coup, y a-t-il une action spécifique à recommander à l'auditoire? Oui. Lors de la prochaine émotion difficile, au lieu de forcer un sourire, il est conseillé de s'arrêter un instant. Juste s'arrêter. Voilà. Et d'écouter ce que le cerveau du corps essaye de communiquer, avec la même tendresse qu'on aurait pour un enfant. C'est une approche tellement plus douce. Les émotions ne sont pas des ennemis à réduire au silence, en fait. Ce sont des messagers biologiques. De vrais messagers de nos cellules. Et une fois qu'on les entend et qu'on les guérit à la racine, la peine n'a plus besoin d'être forcée. Elle devient simplement notre état naturel. C'est exactement ça. Eh bien, ça donne vraiment matière à réfléchir. Merci beaucoup pour cette analyse. Avec grand plaisir.